Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui avec nous pour ce nouveau webinaire de ReFashion. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important pour la filière textile, linge de maison et chaussures de manière générale. Et donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la partie textile avec la réduction de l'impact de la consommation matière. Donc tout d'abord, on va commencer excusez-moi, par l'ordre du jour. On va commencer par une petite présentation rapide de ReFashion pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de cette étude avec Manisha Marival qui vient du CETI et qu'on remercie pour sa présence, qui devait être accompagnée de Séverine Diévar mais qui est malheureusement malade aujourd'hui. Donc, on va continuer avec des informations complémentaires et un questionnaire de satisfaction. Et aujourd'hui, côté ReFashion, je suis accompagnée de Clotilde Monzo et Lucille Costé qui pourront vous répondre à vos questions dans le chat. Je vois qu'il y a des mains qui commencent à se lever, donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans la partie questions-réponses. Et comme ça, on pourra les visualiser et derrière les poser aussi à notre intervenante. Donc, pour commencer, ReFashion, qui sommes-nous? Nous sommes un éco-organisme. Donc, l'éco-organisme, une société, c'est une structure qui a été créée en réponse à la loi REP, qui est la responsabilité élargie du producteur. Ça a été créé en 2008 pour la filière TLC, donc TLC pour textile d'habillement, linge de maison et chaussures. Nous sommes une entreprise à but non lucratif agréée par les pouvoirs publics. Nous avons 30 associés qui sont répartis sur l'ensemble de la filière et il faut savoir que nous sommes 100% financés à l'aide d'éco-contributions et ces financements proviennent de vous, c'est-à-dire les marques, les distributeurs, les fabricants qu'on appelle les metteurs en marché. Plus concrètement, nos missions, ça va être d'être en charge de la prévention et de la gestion de la fin de vie des produits qui sont mis sur le marché français à destination des particuliers. Donc, on a différentes opérations telles que la prévention, la réparation, le réemploi, la collecte, le tri, la réutilisation et pour boucler la boucle, le recyclage. Nous avons un écosystème qui est assez riche et diversifié au niveau de ReFashion. D'abord, nous travaillons beaucoup avec les metteurs en marché, donc les marques, avec les éco-contributions qui permettent de financer l'ensemble de nos activités, mais également avec des éco-modulations qu'on met en avant pour favoriser tous les efforts d'éco-conception des marques. On a également des échanges évidemment avec les pouvoirs publics, avec nos obligations du cahier des charges. On facilite aussi des solutions pour l'ensemble des acteurs du système. On travaille avec les réparateurs, le grand public. On sensibilise le grand public notamment aux gestes de tri et de collecte. On valorise également tous les opérateurs de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, à travers tout ce qui est lié au réemploi. On soutient également les détenteurs de points d'apport volontaires. On a également une aide aux opérateurs de tri. Les collectivités locales également sont des acteurs importants pour nous puisqu'on échange beaucoup sur la sensibilisation des différents territoires aux gestes de tri notamment. Et on soutient évidemment l'innovation avec tous les efforts en R&D liés notamment au recyclage. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour vous mettre un peu de contexte sur le sujet du webinaire d'aujourd'hui, donc c'est lié à une étude obligatoire du cahier des charges de ReFashion qui a été menée en parallèle avec le CETI. L'objectif était de réfléchir à différentes stratégies pour minimiser l'impact de la consommation de la matière lors de la fabrication des vêtements. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas vous présenter toute l'étude, évidemment. Par contre, on va vous présenter les différentes stratégies qui ont été retenues et surtout vous donner des pistes de réflexion pour que vous, au niveau de vos choix de production, de conception, vous puissiez avoir quelques idées pour un peu minimiser cet impact. Donc Manisha, je te laisse prendre la suite du PowerPoint et présenter tes slides. Merci, merci. Je vais partager mon PowerPoint maintenant. Euh, OK. Bonjour à tous. Donc, je suis Manisha Marival et je travaille au CETI en tant que coordinatrice des projets liés à l'économie circulaire et le recyclage. Le CETI, c'est le Centre européen des textiles innovants. Nous sommes basés à Tourcoing, juste à côté de Lille. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, comme a dit Elena. Donc, comment minimiser l'impact de la consommation de matière? La première question qu'on se pose, pourquoi faire?
pourquoi il faut la minimiser et attendez, je vais juste changer la. Donc, avant de parler de la minimisation, donc c'est cette question qu'on se pose et la première raison, c'est que cela va contribuer à la réduction des impacts environnementaux parce que nous savons qu'entre 60 à 80% de l'empreinte environnementale d'un produit est liée à l'utilisation de matières. Donc, toute réduction de l'utilisation des matériaux aura un impact important sur la réduction de l'empreinte environnementale globale du produit et non seulement le CO2. La deuxième raison, c'est l'engagement pour la durabilité des entreprises. Donc, le moins vous utilisez les ressources, le mieux c'est pour vous. La troisième bonne raison, c'est les législations. Les lois telles que la loi AGEC qui interdisent la destruction des invendus rendent difficile aujourd'hui la poursuite des activités des entreprises qui continuent un peu le business as usual. Et c'était interdit déjà en France depuis 2 ans de mémoire, mais à partir de quelques mois, ce sera aussi interdit au niveau européen. Donc, on ne peut plus continuer à produire comme avant et derrière trouver les débouchés comme destruction ou la revente qui commence à vraiment réduire, ce marché commence à vraiment devenir de plus en plus contraignante. La quatrième raison, c'est l'optimisation économique. Donc, c'est bien évidemment la réduction des déchets contribue à améliorer la santé financière d'une entreprise. Donc, ça, c'est les 4 bonnes raisons. Et pour minimiser cette consommation, nous avons identifié 5 pistes. La première, c'est l'optimisation des quantités produites. La deuxième, c'est la standardisation. La troisième, c'est la digitalisation. La quatrième, c'est la conception zéro déchet ou déchet minimal, comme on peut dire en français. Et le cinquième, c'est l'optimisation du placement du patron. Donc, je vais vous parler de première piste qui est l'optimisation des quantités produites. Donc, selon les différentes études, les taux d'invendus dans le textile aujourd'hui se situent entre 4% à 21%. Et comme je vous disais tout à l'heure, ces invendus pourront plus être détruits. Alors, vous allez me dire, entre 4 et 21, l'écart, c'est quand même important. La seule raison, c'est qu'aujourd'hui, invendu, la définition n'est pas vraiment standardisée. C'est pour ça où ADEME dit c'est 4%. Une autre étude faite par la Commission européenne dit que c'est 21%. Néanmoins, on sait tous aujourd'hui que dans le retail, c'est un gros problème. Malgré les démarques, il nous reste quand même pas mal de marchandises sous les bras. Et donc, produire juste peut nous un peu trouver, en fait, nous aider à réduire ces problématiques et le nombre d'invendus. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, il y a des plus et les moins. Quand on va produire juste, on va minimiser les invendus, mais ensuite, les stratégies qu'on va mettre en place pour produire plus juste peuvent engendrer des coûts plus élevés de la production quand c'est fait localement ou en Euromède. Et si c'est fait via la stratégie de la production à la demande, par exemple, les délais de livraison peuvent aussi être longs parce que la personne, votre client doit attendre son produit et donc cela peut devenir un frein dans certains cas. Donc ici, je vais vous montrer un schéma qui va illustrer le processus de création d'un produit jusqu'à la production. Et nous avons représenté les différents acteurs et les étapes où il est possible d'intervenir pour produire de la manière plus précise. Et en commençant par l'équipe de design ici, qui peut travailler conjointement avec la gestion pour augmenter la proportion de la collection permanente. Et quand je dis design ou le styliste, dans certaines entreprises, c'est vraiment le style qui va prendre ces décisions. Dans d'autres, ça peut être le chef de marché ou le chef de produit. Mais l'idée, c'est de dire que ce sera des décisions qui vont être prises par une équipe et pas par un seul métier. Et ensuite, après, la gestion peut aussi ajuster les quantités selon les prévisions de vente en utilisant des nouveaux outils comme l'intelligence artificielle qui permet
de vraiment ajuster les quantités avec des micro-trends c'est beaucoup plus juste. Et je dis ça parce qu'on a quand même interviewé pas mal de personnes qui ont déjà commencé l'utilisation de ces outils et qui ont vraiment vu derrière les résultats. Ensuite, au niveau sourcing et achat, si on parle sur les stratégies de production à la demande, nous pouvons aussi travailler sur créer un nouveau écosystème avec des nouveaux fournisseurs qui sont prêts à travailler et qui sont aussi équipés pour travailler pour production à la demande et réduire aussi les déchets matériaux en travaillant à la précommande. Donc ça, c'est des stratégies qui peuvent être mises en place et à la fin, la production peut aussi faire la production flux tendu pour réduire les stocks et les stratégies de flux tendu peuvent être vraiment produire plus localement, mais même quand on produit en grand import, avoir vraiment un stock de matériaux, etc., qui peut permettre de vraiment produire plus proche de vos ventes et ne pas avoir trop d'invendus grâce à ces stratégies. Merci Manisha. Et justement, par rapport à l'ensemble de ces recommandations, est-ce que les entreprises rencontrent des difficultés pour les appliquer? Et si oui, pourquoi? En fait, dans un marché, donc moi je dis, OK, augmenter par exemple la proportion des collections permanentes, mais dans un marché où certaines entreprises produisent en très très grand, les nombres de collections qui peuvent aller, on parle de 16 collections, 32 collections, voire même plus. Donc on est quand même en concurrence avec une autre entreprise qui est en train de produire vraiment des nouveautés et moi, dans ces stratégies, je dis augmenter la partie de votre collection permanente. Donc, on peut risquer de en fait, perdre nos clients. Donc, c'est une démarche qui peut, qu'on doit faire petit à petit, pas à pas, et aussi en fonction de ADN de notre client. Donc, par exemple, pour le marché homme, c'est un petit peu plus facile à mettre en place que pour le marché femme. Donc, ça, c'est une difficulté qu'on est tout à fait euh, au courant que c'est pas très, très facile, mais c'est un travail, encore une fois, qu'on doit mettre en place vraiment en fonction on va dire, tailor-made en fonction des besoins de ces entreprises. Ensuite, dans la production à la demande ou la production flux tendu, l'entreprise peut devoir constituer complètement un nouveau réseau de fournisseurs qui peut-être n'existe pas aujourd'hui et peut-être aussi acheter à un prix plus élevé. Donc aujourd'hui, quand pas mal d'entreprises font face à une difficulté financière, ça peut être compliqué, mais un travail étroit avec la gestion et l'approche progressive sont les meilleures solutions possibles pour réduire les invendus et utiliser les économies pour une collection plus coûteuse avec un taux de vente plus élevé. C'est ça qu'on préconise. Donc, je vais maintenant partir sur le slide suivante, la standardisation. Donc, dans l'étude, nous avons utilisé le mot standardisation. C'est utilisé pour désigner l'adoption des matériaux ou des modèles standardisés pour les diverses collections. Donc, ça peut être euh, le même tissu pour la collection homme, femme, enfant, ou ça peut être le même tissu sur différentes collections. Par exemple, si on parle de femmes, ça peut être le même jersey, aussi bien que nous allons utiliser pour la collection automne-hiver que pour la collection printemps-été. Donc, encore une fois, si on part sur cet exemple, donc aujourd'hui, on sait très bien que dans beaucoup d'entreprises, sur le t-shirt, vous allez voir plusieurs types de jerseys qui sont utilisés. On a la 140, on a la 150, on a la 160 et 180. Et c'est pour différentes raisons parce que on on souhaite avoir une tombée différente ou des fois, c'est le fournisseur qui nous aussi propose ces matériaux et on les achète parce qu'on a acheté un produit fini. Sinon, on les standardise. L'utilisation d'une seule qualité sur un maximum de références permet de réduire le gaspillage de tissus de 5 à 2%.
Et aussi, nous avons utilisé le mot standardisé pour parler des modèles. Et donc, quand on va standardiser des modèles, donc certains produits peuvent bénéficier des patrons standardisés et cela permettra d'éliminer les échantillons superflus et simplifier le processus et par conséquent vraiment gagner du temps. Ici, on a aussi marqué les plus et moins. Je pense que je vais mieux les illustrer dans le slide d'après. Donc, quand on parle de standardisation, comme illustre ce schéma, ce texte nécessite vraiment un travail d'équipe où le sourcing, le styliste et les modélistes doivent travailler main dans la main pour optimiser au plus. C'est seulement comme ça que nous allons en fait pouvoir euh, arriver à nos objectifs. Super. Et justement, pour cette deuxième stratégie également, quels peuvent être les obstacles rencontrés par les marques? Euh, Quand on a interviewé pas mal de retailers, la première contrainte qu'ils voyaient, que ça réduisait la créativité et donc peut avoir des fois des conséquences négatives sur les ventes pour certains marchés. Mais il est, comme je disais, il est un peu plus facile à appliquer à un marché comme celui d'hommes ou des bébés ou linge de maison. Donc on va conseiller de commencer plutôt par ça et encore une fois, faire une stratégie de pas à pas. Et aussi, il y a de quoi faire au niveau mutualisation des matières, quand même, quand on est dans une entreprise où il y a, qui vendent aussi bien pour l'homme, femme, enfant. Et ce travail de mutualisation des matières n'est pas encore fait par pas mal d'entreprises. Et en fait, ça peut être aussi un axe euh, de faire des économies en achetant vraiment, en mutualisant toutes ces matières sur différentes saisons ou sur différentes collections. En ce qui concerne le patronage, les modèles standardisés peuvent accroître la réactivité pour l'équipe. En fait, ça devient beaucoup plus fluide et réduire le nombre d'allers-retours des échantillons. Et il faut ça permet vraiment, même si on est avec plusieurs fournisseurs, d'avoir le même bien-aller du produit une fois qu'on a décidé quel produit nous permettait de vendre plus ou qui plaisait plus à notre clientèle. Donc, je vais maintenant partir sur la digitalisation. C'était ma collègue Séverine qui devait en fait vous expliquer cela parce qu'elle est plus calée sur ce sujet, mais je vais faire de mon mieux. Donc, la partie digitalisation, nous avons identifié cela comme un axe parce que aujourd'hui, nous savons tous que dans les bureaux, il y a des échantillons qui se débordent et nous recevons entre, je vais vous dire, j'ai les chiffres exacts ici. Pour une référence, nous pouvons recevoir entre 13 à 21 pièces d'échantillons. Donc, c'est énorme. Et quand on a fait le calcul par rapport au marché français, c'est-à-dire que le nombre estimé d'échantillons va se situer entre 13 à 27 millions de pièces par an, rien que pour la France. C'est énorme, en fait, en soi-même, la quantité qui est produite. Ces nombres d'échantillons, nous avons vraiment la possibilité de les réduire de 15 à 70% si nous passons au prototypage 3D via le 3D. Et bien sûr, il y aura aussi une réduction de temps de développement de ces prototypes. En fait, de 2 semaines, on peut même passer à 8 heures avec des outils qui sont présents sur le marché actuellement. Donc, les plus, c'est que nous avons une réduction du nombre de prototypes, gain de temps, ça j'ai déjà dit. Mais dans la partie frein, c'est que ça a besoin que vous formiez vos équipes. Donc, quand on forme les équipes, c'est un coût. Il y a aussi l'adaptation du matériel informatique, c'est-à-dire des fois aussi où vous allez acheter des logiciels ou même les ordinateurs sur lesquels tous ces outils peuvent travailler. Il faut aussi que votre parc fournisseur ait ces logiciels. Et
et quand même, il y a une réticence chez certains stylistes ou même modélistes s'ils n'ont pas le produit s'ils n'ont pas vu le vrai produit. Nous avons déjà travaillé avec certaines entreprises pour la mise en place de digitalisation pour réduire ces nombres d'échantillons et pour aussi augmenter le temps, en fait réduire le temps qui est nécessaire pour les recevoir. Ça a pris entre 2 saisons jusqu'à 3 à 4 saisons pour réduire. Ils n'ont pas complètement enlevé les échantillons réels, mais ça s'était réduit au minimum 50 à 60%. Et donc, au départ, ça peut être un processus où vous continuez à recevoir et bien l'échantillon réel et vous visualisez aussi en 3D et ça rassure en fait les équipes qui sont aussi objectivées sur les ventes, etc. Et donc, une fois qu'ils sont rassurés, ils se sentent d'accord pour aller plus loin, au départ toujours avec les produits standards et ensuite pour des produits, ce qu'on dit, les produits de saison ou des produits qu'ils n'ont jamais vus auparavant. Donc voilà, c'est ça que je vais vous montrer ici quelques photos pour voir aujourd'hui à quel point en fait, on peut très, très bien voir non seulement le bien aller du produit, mais aussi la tombée. Est-ce que vous voyez la vidéo parce que des fois ça passe pas? Donc ici en fait le styliste et le modéliste peuvent vraiment voir comment c'est exactement la tombée de votre matière et donc en fonction de ça aussi adapter la silhouette ou le style. Je vais laisser la vidéo terminer. On voit très bien, c'est vraiment intéressant à voir ce zoom et de voir comment on peut bouger aussi la matière d'un point de vue digital. Donc ici pareil, le chemin, donc comme je disais en fait travail d'équipe. Il faut que aussi le modéliste et le styliste soient d'accord hein, entre elles, ce qu'elles veulent, comment elles veulent que le produit, pour donner, si elles travaillent ensemble autour du même logiciel, en fait, elles peuvent vraiment faire tous les changements nécessaires euh, au moment de la conception et aussi réduire par ce biais aussi ces allers-retours des échantillons qu'on a bien vu qui étaient un nombre énorme en fait. Et derrière, il y a un point de vue écologique, mais même un point de vue place dans les bureaux. Aujourd'hui, on n'a même pas de place pour garder ces échantillons, ça déborde de partout. Donc, voilà, c'est une bonne solution. Tu as des questions, Elena? Oui, bah, je voulais te laisser finir de présenter, mais sinon, tu nous as expliqué à quel point ça réduisait vraiment le nombre d'échantillons et donc il y a un vrai impact avec cette stratégie. Pourquoi aujourd'hui les marques, les metteurs en marché n'utilisent pas ces outils digitaux qui sont présentés? Qu'est-ce qui bloque? Comme je disais, en fait, il y a la formation des équipes. Donc, la formation des équipes, c'est des coûts. L'achat des logiciels, c'est aussi un investissement. Mais avec nos expériences, ce qu'on peut dire, c'est des investissements qui donnent des résultats en court moyen terme. Hein. On n'a pas besoin d'attendre très longtemps et on voit les résultats assez rapidement. Mais ça peut être un frein pour certaines entreprises, encore dans le contexte actuel. Ça, c'est deux freins que je vois et aussi des fois, ce frein peut être chez le fournisseur, bien qu'aujourd'hui en Asie, on voit des fournisseurs qui sont très bien équipés en fait sur certains logiciels, même plus qu'en France. Mais oui, si on veut le mettre d'une manière globale pour toute la collection, peut-être que vous avez aujourd'hui des fournisseurs qui ne sont qui n'ont pas ces outils. Et après, il y a aussi un facteur très simplement très humain, c'est la résistance au changement. Donc, le styliste qui rien contre les stylistes, mais qui va dire non, non, moi je veux voir, parce que depuis 20 ans, le styliste a travaillé comme ça, donc il a peur, il a besoin d'être rassuré, parce que, encore une fois, il est responsable pour les ventes des produits, et, euh, et
Donc, c'est vraiment cet changement qui fait peur à certaines personnes. Et ça peut être même le grand chef. Ça peut même être pas que le styliste. Donc, petit à petit, en fait, comme je disais, pas à pas, avec des produits où on est très rassuré, on est sûr, en commençant par ça et ensuite, et on peut aussi se dire, je vais le faire pour 50% de collection au départ et pas 100%, et comme ça rassure tout le monde. Voilà, je vais donc maintenant aller sur la stratégie, l'axe suivante. Donc, ici, ouais, tu avais raison, Elena, c'est pour ça que tu me laissais. Donc encore une fois, cette piste, c'est vraiment un travail d'équipe et voilà, après, on a encerclé toutes les différentes étapes où on peut vraiment faire en sorte de réduire les nombres d'échantillons, aussi bien la mise en point du produit et je suis je- et aussi au niveau de pré-production. Maintenant, je vais vous parler de la conception des zéro déchet et l'optimisation du placement du patron. En fait, on les avait présentés comme deux pistes différentes, mais finalement, c'est des stratégies qui ont un peu le même objectif et qui ne sont pas très éloignées l'un de l'autre. Donc, je vais vous les présenter en une seule fois. Donc, ici, parlons de zéro déchet, zéro waste. Elena, vous aviez déjà fait un webinaire l'année dernière. Tout à Euh, fait, oui. donc, On peut voir en replay d'ailleurs sur notre plateforme EcoDesign. voilà, donc je pense que je vais pas trop tarder parce que vous avez eu toute une heure d'explication sur ce sujet. La différence entre le zéro déchet, c'est que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une efficience 100%, voire très proche de 100%, parce que c'est pas toujours 100%, n'est pas toujours possible. Et le minimal waste, c'est un objectif d'efficience qui est 85% minimum. Donc aujourd'hui, en fait, quand on vous- où il y a le placement de patron, en fait, on voit que la efficience est plutôt dans les zones de 75 et ça peut aller jusqu'à 90%. euh, Dans le cas de chaîne et trame, après tout ce qui est tricot et tout, c'est un peu différent. C'est un poste où il y a quand même pas mal de déchets. Donc, tout ce qu'on peut faire pour réduire les déchets ici peut nous donner des résultats assez positifs sur la stratégie de minimisation euh, d'utilisation de matière. Comme exemple d'une marque de sport française, ils ont utilisé ces stratégies, réduit la consommation matière de 7,8%, c'est vraiment énorme, et réduction des chutes de production de 35%. Donc, vraiment, là, on a bien vu que cette stratégie peut être appliquée et donne des résultats assez intéressants. Le plus de cette stratégie, c'est que ça minimise les déchets et donc là aussi la consommation matière. Dans la partie zéro déchet, on ne peut pas l'utiliser sur toute catégorie de produits. C'est vraiment adapté pour certaines catégories de produits. Et aussi, ça demande, si on applique cette stratégie, ça demande un changement des processus en interne où c'est pas, encore une fois, ça va demander que les stylistes, le modéliste et le chef de produit travaillent ensemble euh, et des fois, en fait, dans le cas, je pense qu'on avait parlé peut-être aussi dans le webinaire de Zero Waste, il se peut que même les clients sont impliqués dans ce processus de création pour dire qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez de ce produit qui est le plus important et en fait, tout le superflu qui engendre des déchets, on va l'enlever. Donc, ça demande une nouvelle manière de travailler. Donc, encore une fois, comme dans la stratégie d'avant, résistance au changement, on peut le voir aussi.
Euh, Ensuite, chiffre clé, comme je vous disais, aujourd'hui, on est sur une perte de 15 à 20% de matière pendant le processus de découpe, une augmentation de l'efficience matière de 90% selon la typologie de produit. On a aussi étudié le placement tête bêche sur plusieurs typologies de produits, par exemple sur les t-shirts, sur les pantalons, j'ai oublié le troisième. On avait fait t-shirt, pantalon, robe. J'ai oublié. Je ne veux pas vous dire des bêtises, mais c'était sur différentes typologies. Et le placement tête bêche permet un gain d'efficience allant jusqu'à 7,9% par rapport à un placement strict. Donc, c'est une piste comme tout et à étudier par rapport à vos produits. Et je pense que je ne dévoile rien, mais chez Decathlon, vous pouvez voir quand même pas mal d'exemples de ces produits conçus pour faire zéro déchet. D'ailleurs, si vous allez dans leur boutique, c'est même marqué produits éco-conçus de zéro déchet. Et vous allez voir des petites euh, pièces, des fois, qui sont utilisées qu'auparavant on aurait jeté, mais pour vraiment utiliser la matière au maximum. Je pense que j'ai déjà dit tout ça. Travail collaboratif entre le pôle design et conception, des fois aussi, comme je disais, impliquer les clients. Et là, donc, tu as associé un peu les deux stratégies, la conception zéro déchet, déchet minimal et celle de l'optimisation du placement de patron. Mm. Qu'est-ce qui va justement être nécessaire pour mettre en application ces deux méthodologies? Dans les très franchement, Elena, je vais pas pouvoir bien répondre à cette question. Je vais laisser Séverine revenir vers vous. Après, je sais qu'il y a des logiciels pour optimiser l'efficience. Par exemple, la optimisation des placements. On peut utiliser les logiciels comme Diamino ou Quick Estimate. Ça, c'est une manière. Euh, et Quand l'optimisation, on peut aussi le travailler aussi bien à la conception du produit. Donc, comme ici, c'est marqué le travail collaboratif. Vraiment, on pense dès départ de dire, je veux faire un produit qui va faire le moins de déchets, mais aussi au moment de placement de notre patron. Donc, comme on a fait tête bêche ou placement strict, mais aussi des fois ne pas mettre des poches, etc., qui sont pas des poches. C'est un exemple. C'est une poche qui est plutôt décorative. Au lieu de toujours le mettre en strict, est-ce qu'on peut le mettre en horizontal? Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être travaillées avec équipe de style en ayant en fait le raccord pour si on peut minimiser ces déchets. Et justement, par rapport à ce que tu disais, peut-être qu'on peut dire que ce qui relie un peu ces deux stratégies, c'est qu'il faut vraiment inclure toutes les parties prenantes et notamment penser à la formation. Tu disais que Exact. c'est important aussi d'accompagner la conduite du changement. Bah, ça peut se faire à travers des formations et puis à l'achat de logiciels, puisque j'ai l'impression que pour ces deux stratégies, il faut quand même s'équiper. Et tu parlais Oui. de certains logiciels notamment, donc c'est peut-être aussi un prérequis si on a envie d'appliquer ces stratégies, voilà, d'investir dans du logiciel. Oui, je pense que la formation, parce qu'aujourd'hui, pas mal en fait, on a formé les modélistes pour d'autres objectifs que réduire les déchets. Des fois, en fait, même s'ils ont eu ces cours, en fait, c'est perdu parce que c'était pas la manière de travailler. Donc, les reformer, les resensibiliser, et pas que les modélistes, aussi les stylistes, parce que le modéliste va faire ce que le styliste va demander. Et en fait, objectiver tout le monde aussi sur ces sujets. Si on est objectif, l'objectif est que la vente, bien sûr, moi, je vais rester sur cette, voilà, ouais, ce sera ma North Star, comme on dit en anglais, mais si vous dites, bah non, vous allez aussi essayer de réduire et encore, stratégie de pas à pas, la première année, ça peut être 2%, 5%, etc., etc., ça peut être
Ça peut être quelque chose de même très, très motivant dans le contexte actuel où tout le monde a envie d'aller dans cette direction. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, ici, en fait, Séverine avait mis un slide en expliquant la conception minimal waste. Mais ce slide était déjà bien présenté dans votre webinaire d'avant. Donc, je ne vais pas me tarder dessus. En plus, je ne suis pas le spécialiste du sujet pour ne pas dire des bêtises. Mais en gros, en fait, qu'elle a voulu dire que c'est très important de voir la consommation tissu. Si vous, ici, elle avait présenté deux lèses 1,40 et 1,62. Et en fait, là, il faut vraiment calculer la largeur que vous allez avoir fois le... Non, je dis n'importe quoi, je vais laisser. Et j'arrive pas à bien l'expliquer, mais c'est bien expliqué dans la partie webinaire zéro déchet. Oui, oui, tout à fait, Manisha. Et en fait, donc on le voit bien sur les images, c'est ce que on a eu dans notre dernier webinaire sur le sujet, c'est que on peut avoir des fausses bonnes idées, c'est-à-dire peut-être retravailler un peu le patronage d'un produit. Par exemple, on a le t-shirt habituellement peut-être qui se fait qu'avec une face avant, une face arrière, les manches et quelques éléments comme l'encolure. Bon, on a la face B où on veut absolument caler toutes les pièces sur le tissu pour qu'il n'y ait aucune chute ou presque pas. Mais finalement, comme il y a énormément de découpes pour réaliser ce nouveau t-shirt, finalement, on consomme beaucoup plus de matière. Donc, il faut aussi savoir quel est l'objectif final. Est-ce que c'est juste de limiter les chutes de production ou est-ce que c'est de limiter la consommation de matière, puisque c'est au final l'une des parties les plus impactantes de la production d'un produit. Donc voilà, faire attention aux fausses bonnes idées. Et là, la consommation matière, c'est quand même l'objectif principal, c'est de limiter et donc, ne pas chercher à retravailler forcément tous ces patrons, puisque au final, on n'est pas forcément gagnant. Exactement. Petit résumé de ce que nous avait Très expliqué bien Miguel. résumé. Merci, Elena. Je t'en prie. Parfait. Je te laisse conclure. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux principaux sources de déchets aujourd'hui, ce sont les invendus. J'avais parlé de invendus entre 4 à 21%. Je pense qu'on est plus proche de 21 dans certains cas que 4. Et la deuxième source de déchets, c'est lors de le placement des patrons. Donc, même des petites améliorations dans la gestion de ces deux aspects peuvent vraiment avoir un impact considérable sur l'utilisation globale des matériaux. Donc, c'est ça qu'on préconise de travailler sur ces deux postes. Si vous avez vraiment cette stratégie de réduire de minimiser l'utilisation de matière. La deuxième chose vraiment à retenir, que c'est un travail d'équipe. Ça demande aussi une nouvelle manière de travailler qui sera plus en silo, mais tout le monde ensemble et avec l'écologie, mais aussi le bénéfice client en tête. Et enfin, en fait, nous proposons une approche étape par étape et itérative qui est le mieux adaptée à votre marché et à votre ADN. Et en mettant tout ça en place, vous pouvez avoir des stratégies gagnantes et vraiment des gains à partir de même la première, au moins à partir de deuxième saison de leur application. Voilà. Super. Merci beaucoup, Manisha. Et merci aussi quand même à Séverine qui a participé à la réalisation de ce support. Et on pense à Séverine qui, j'espère, ira mieux rapidement. Merci beaucoup, Manisha, pour ton temps et pour ces explications. On espère vraiment que ça vous a donné des pistes de réflexion, qu'en tout cas, ça vous a permis de vous questionner sur certaines stratégies. Je vois qu'il y a pas mal de questions, donc c'est super. Ça veut dire que c'est un sujet qui vous a vraiment intéressé. Donc maintenant, on va vous mettre en fond notre questionnaire de satisfaction en parallèle des questions, puisqu'on a vraiment besoin de vos retours pour l'organisation de nos futurs webinaires. Donc Manisha, si tu veux, tu peux libérer le partage de ton PowerPoint et nous, on va diffuser en fond notre QR code avec le questionnaire de satisfaction pour que vous puissiez le scanner et y répondre.
Manisha, je vais un peu te poser les questions qui sont dans l'espace. On Mhm. a une question sur l'IA, donc l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez des retours là-dessus, sur la gestion, j'imagine la gestion sur la phase de conception peut-être? Est-ce que l'IA est quelque chose sur lequel tu as travaillé, Manisha? Qu'est-ce que tu pourrais en dire là-dessus? J'ai surtout eu des retours des retailers qui utilisent aujourd'hui la IA pour prédire les quantités et donc, comme on disait, optimisation des quantités et produire au plus juste. Les retours, c'était que c'est assez nouveau, mais une entreprise qui utilise déjà les IA pour plusieurs entreprises aux États-Unis a fait un retour qu'ils avaient réussi à réduire jusqu'à 21% de surplus en fait de la production. C'est ça que je peux dire en fait sans dévoiler plus, mais il y a des entreprises qui commencent à les utiliser et les IA permet de vraiment trouver ce qu'on appelle les micro-trends et même prédire par rapport à la météo et tout ça. Par exemple, si c'est ça, c'est les retours que j'ai eus, hein. Par exemple, on peut dire cette année, septembre va être plutôt chaud. Ou cette année, on va avoir un septembre plutôt normal. Et donc, en fait, vous n'allez pas avoir une collection qui est très hivernale, qui sera implantée dans les magasins dès que septembre. Donc, voilà, c'est comme ça que ça aide. Euh, Oui, d'après les c'est interviews qu'on a fait. une bonne proposition. On a aussi une question sur la stratégie de standardisation. Tu avais déjà un petit peu répondu à cette question, mais c'est est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'attractivité de la marque pour le design? Si, en fait, c'est le frein. Mais après avoir quand même travaillé dans le retail, je pense qu'il y a un juste milieu. Aujourd'hui, il y a un manque de ce qu'on appelle mutualisation. Et peut-être pas pour toutes les entreprises, mais comme pas mal d'entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, chaque groupe achète pour soi-même et en fonction de ce qu'ils pensent va vendre le plus. Mais des fois, c'est des qualités qui ne sont pas très, très différentes. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous passez aussi beaucoup, beaucoup de temps à valider chaque fois ce tissu encore et encore pour plusieurs fournisseurs. Alors que si on mutualise et si on fait, voilà, telle qualité ou tel type de, par exemple, typologie produit, comme je parlais de t-shirt en jersey, on peut dire, voilà, c'est 160 grammes, c'est telle qualité et c'est standardisé et en fait, le processus va aussi aller très, très vite. Pareil pour les jeans ou les pantalons, on peut vraiment dire, c'est telle qualité et après, on va pas pouvoir le faire pour 100%, ça c'est sûr. Donc, encore une fois, si vous êtes une marque jeune femme, qui cherchent vraiment les nouveautés, peut-être que ça sera un peu plus compliqué pour vous. Et néanmoins, je peux dire que il y a des choses qu'on peut faire, hein. Mais oui, pour quelqu'un, pour une entreprise, une marque homme ou enfant, bébé, c'est plus facile. Mais oui, c'est un frein. En fait, et pour certains stylistes, ils aiment bien vraiment des nouveautés. Pareil, sensibilisation, reformation, expliquer pourquoi on le fait. Des fois, en fait, quand on explique, ça passe aussi. Tout à fait. On a aussi une question sur les logiciels de digitalisation. Il me semble que tu en as donné quelques-uns. Voilà, les personnes sont intéressées pour des noms de nouveaux. Ça, je reviendrai, donc je le note. Parce que les logiciels de digitalisation, il y en a quand même pas mal maintenant. Et il y a différents types de digitalisation, c'est-à-dire pour la bien-aller de produits et pour les tissus. Donc, je le note et je reviens. Je sais qu'il y aura une questionnaire derrière et dedans, on va répondre. On a aussi une question sur la réalisation d'un prototype sur personne réelle. Est-ce que ce n'est pas quand même important à conserver? La mise au point en 1 ou 2 jours n'est-elle pas le levier d'acteurs comme Chine ou Temu?
La mise en point. Est-ce que, en fait, le fait de complètement retirer la mise au point sur une personne réelle et de passer uniquement par la digitalisation, c'est pas louper une étape ou aller vers toujours plus rapide, enfin, ce que met en place Oui, oui, non, mais j'entends. Mais en fait, la digitalisation enlève. Vous pouvez toujours avoir votre produit que vous allez quand même vérifier hein, sur. Aujourd'hui, quand je disais, on est quand même à 13 à 21 échantillons. Donc, en fait, l'objectif, c'est de réduire ces 21 échantillons à peut-être deux ou trois. Et si vous avez besoin vraiment de vérifier la bien-aller de produits sur une vraie personne, allez-y. En fait, on vous dit, mais vraiment, il n'y a aucun problème. Mais quand même, les, les, les les 12, 13, 14, 20 échantillons, c'est quand même beaucoup trop et c'est beaucoup de gâchis. C'est ça qu'on essaye de dire qu'on peut vraiment réduire quand on parle d'aller plus vite, c'est pas pour produire plus, aller plus vite aussi pour alléger la charge, en fait, sur ces personnes qui encore et encore reçoivent les mêmes produits et qu'ils sont obligés de revérifier pour des fois des petites choses et redemander derrière et sachant que notre côté, en fait, autant que metteur en marché, le travail, c'est de vérifier seulement, mais derrière, quelqu'un est en train de produire ces échantillons et ça prend beaucoup de temps et beaucoup de ressources aussi. Donc, on est absolument pas contre la vérification de bien-aller du produit. Si c'est un nouveau produit, il faut le faire parce que derrière, si ça ne se vend pas, ça va créer encore plus de déchets que les 20 échantillons. Donc, on n'est pas du tout. Oui, le but, c'est pas d'opposer les techniques actuelles aux nouvelles techniques, c'est surtout De d'arriver l'utiliser à les optimiser. avec et réduire les déchets euh, derrière tout ça, toujours avoir en tête de produire moins mais produire mieux mieux et vendre plus mais avec moins de invendus et vendre ce dont on a peut-être besoin ou qu'on a vraiment envie de aussi porter. Tout à fait. Alors, on a une autre question sur donc la production à la demande. Oui. Donc, on a une question d'une personne qui se demande si on peut garantir la continuité du travail des ouvriers si on produit uniquement à la demande. Et qu'est-ce qui se passe si on a des périodes de pic ou des périodes de creux en termes de demande? Comment réagir à ça? Ouais, ouais, donc en fait, c'est sûr que dans les donc, j'ai eu l'occasion de aussi interviewer des acteurs de la production à la demande. Donc, c'est vrai que les premières saisons, en fait, quand ils n'étaient pas encore connus et tout ça, donc c'était complètement l'inconnu. Est-ce qu'ils vont vendre ou pas vendre leurs produits? Mais à partir de certaines saisons, en fait, ils ont quand même une idée de ce qui va se vendre et donc ils peuvent dire, OK, tant de quantité, on peut quand même garantir à nos fournisseurs. Et après, donc ça, c'était la première question. Donc oui, les premières saisons peuvent être compliquées dans ce sens où, mais on garantit pas dès que la première saison à quiconque. Dans ces cas-là, vous allez avoir vos commandes et ensuite, vous allez chercher quelqu'un et votre client attendra. C'est aussi le jeu dans tout ça. C'est-à-dire, vous avez dans ce cas-là une clientèle qui n'a pas peur d'attendre, qui veut vraiment ce produit et la première saison, vous allez peut-être vraiment faire une production locale, vous avez des petites quantités, euh, voilà, et les saisons d'après, vous allez pouvoir prédire un petit peu mieux, un petit peu mieux, un petit peu mieux. Et c'était quoi la deuxième question, Elena? Non, bah, c'était les pics, les périodes de creux, comment les anticiper. Aujourd'hui, comment on anticipe, c'est-à-dire que si j'ai un pull que je sais que ce qui va se vendre, même si c'est production à la demande, en fait, il y a certaines choses qui sont déjà faites où je sais que 50 pièces, je vais absolument les vendre et ensuite, je mise sur le 60e ou le 70e pour donner mes commandes à la fin. Euh,
Oui, et Voilà. puis c'est Après, aussi une question de pédagogie des consommateurs. J'imagine quand on décide de choisir cette stratégie de production à la demande, il faut aussi expliquer aux consommateurs que le produit n'arrivera pas forcément tout de suite. oh euh, non, ça que, n'arrive pas tout de suite d'ailleurs. voilà, La ça plupart du demande temps, une ça. certaine Et période de prise de c'est des- commande. Voilà, faut un peu changer la relation avec le consommateur et un peu donner des règles du jeu. C'est sûr que c'est pas comme la production classique qu'on entend, où un stock est déjà à disposition. Ça va être quelque chose qui demande de l'anticipation et qui demande du temps que le client, le consommateur accepte d'attendre avant d'avoir son produit. Donc, si derrière, il y a une pédagogie qui est faite auprès du consommateur, ça peut être plus facilement compris derrière, voilà, d'avoir un temps d'attente si derrière, il y a beaucoup de demandes. Je vois qu'il y a aussi des observations qui ont été posées dans la partie chat pour revenir sur la stratégie liée à la réduction de la consommation au niveau du patronage, donc l'optimisation du placement du patron. En effet, le couple efficience-consommation-matière, il faut faire attention, puisqu'en fait, si on a une meilleure efficience, mais qu'au final, on consomme la même quantité de matière, il n'y a pas de gain. Donc, Oui, c'est je ce qu'on pense que vous disait, avez c'est-à-dire expliqué. que, attention aux fausses bonnes idées, il faut vraiment anticiper avant de se lancer dans une stratégie. Il faut voir quels sont les gains qui sont acceptables. Et on a aussi une question, alors c'était pas posé dans le question-réponse, je vois que c'est dans le chat par rapport à la standardisation. Est-ce que ça ne peut pas réduire les risques, les investissements, pardon, dans l'innovation, le fait de standardiser le choix des matières, etc. Donc, voilà, si on veut développer des nouveaux tissus, est-ce que De c'est pas toute un frein, ce façon, type de... on ne peut pas le faire pour 100% des produits, hein, à part quelqu'un comme Levi's qui joue, c'est vraiment spécifique, qui joue un peu les mêmes coupes, le même tissu, et encore, même eux, ils arrivent avec des innovations. Mais vous n'allez jamais pouvoir le faire pour les 100%. Ce qu'on préconise, qu'aujourd'hui, si vous êtes à 20, essayez d'aller à 25, essayez d'aller à 30, et ainsi de suite, et gardez quand même une partie pour les innovations. C'est aussi ça, c'est aussi là le prêt-à-porter, le style et tout ça. Donc non, absolument pas le faire pour 100% des produits, sauf si l'ADN de votre marque vous le permet. Il y a des marques comme ça, mais les plupart d'entre vous, je suppose que c'est aussi attirer le client par cette nouveauté et la innovation. Bien sûr, il faut avoir les deux, mais regardez juste combien vous mutualisez, combien de produits vous avez en standard, aussi bien au niveau patron qu'au niveau tissu. Et si vous êtes à 15%, je pense qu'on a bien la place pour aller jusqu'à 25-30. Si vous êtes à 80, vous êtes déjà bien. On n'a rien. En fait, on oublie cette stratégie, il n'y a aucun problème. Tout à fait. Voilà, il faut s'adapter à la vision de l'entreprise aussi, c'est important. On va passer sur une dernière question, donc concernant la résistance au changement. Donc, il y a une personne qui demande si voilà, faut être accompagné de spécialistes, par exemple des psychologues appliqués spécialisés dans le changement de comportement. Je pense que ça peut être aussi intéressant de rappeler l'importance de la coopération au sein des équipes quand on lance des Mm. nouveaux projets de manière générale, quels qu'ils soient. Selon toi, qu'est-ce qui est vraiment important pour impliquer les équipes et pour les accompagner dans ce changement? Est-ce que ça passe justement par la formation? Est-ce que ça passe par une attribution de nouveaux rôles peut-être lors Oui, d'un projet? les entreprises qui mettent tout cela en place, en général, se font accompagner soit par un expert de métier qui vient aussi avec euh, euh, à expliquer, non seulement expliquer, mais aussi sensibiliser pourquoi aujourd'hui c'est important. Et des fois, tout simplement, les experts en change management qui sont aussi là pour amener tout le monde ensemble mais je pense que la sensibilisation et expliquer du pourquoi, du comment, la moitié de travail est déjà fait. Et aussi, ce qui est très important au-delà de tout ça, donner des objectifs qui sont alignés avec les stratégies. C'est-à-dire que si vous objectivez toujours votre styliste que comme avant, que sur la partie vente, et tout ça, ça reste en fait, on vous les impose, mais les objectifs vont dans l'autre sens. Les équipes vont pas pouvoir c'est-à-dire il faut leur donner tout type de ressources et aussi des bons objectifs. Cet alignement est très, très important. Plus que, et l'accompagnement d'un expert qui peut aussi
comme disait tout à l'heure Mylène, en fait, ne pas avoir, s'il y a des fausses bonnes idées, tout de suite, l'expert va pouvoir vous dire, non, ça c'est, on pensait que c'est une très bonne idée, mais pas autant. Et donc, ça vous permet de aller euh, sur le bon chemin dès le départ et pas avoir trop de... En fait, on n'est pas trop déçu, en fait, parce que tout ça, ça prend beaucoup de temps, la place, l'argent, et donc la déception après une saison, si on n'est pas accompagné, peut faire que bon, on revient en arrière. Donc Oui, voilà. tout à fait. Eh ben, on arrive à la fin du webinaire. Merci beaucoup, Manisha, pour ton temps. Peut-être juste rappeler par rapport à tous ces éléments de stratégie à mettre en place, est-ce que le CETI, vous pouvez accompagner les marques justement sur la mise en place de ce type de stratégie et peut-être aider à savoir quelle serait la stratégie la plus adaptée pour chaque marque? Oui, oui, ça c'est quelque chose qu'on on fait, les audits des entreprises, leurs besoins, les ressources qu'elles peuvent mettre en place et ensuite les accompagner en tant qu'experts selon la stratégie qu'eux, ils vont choisir avec nous ou qu'ils ont déjà choisi, ils ont envie de mettre en place, que ce soit la 3D, que ce soit l'optimisation des quantités. Euh, que ce soit travailler sur l'efficience matière, etc. Donc, c'est des choses qu'on sait faire. Super. Merci beaucoup, Manisha, pour ton temps. Merci Merci, beaucoup, Elena. Clotilde et Lucille, d'avoir répondu aux questions en direct dans le chat. Et merci à tous d'avoir été présents ce matin. Bonne journée et à très vite pour un prochain webinaire Refashion.